Salut à tous, nous sommes le jeudi 5 février 2026 et notre cher ami, notre frère, Andrei Martianov, est avec nous. Bon retour parmi nous, Andrei. Avec plaisir. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime pour nous aider à toucher davantage de personnes et suivez Andrei Martianov sur son site web smoothiex12.blogspot.com. Vous pouvez également le suivre sur sa chaîne YouTube du même nom. Rendez-vous sur sa chaîne, vous y trouverez beaucoup de contenu. Je sais, Andrei, chaque fois que tu prépares une vidéo, tu décris chaque détail du conflit en Ukraine et de l'escalade de la guerre contre la Russie. Andrei, laisse-moi commencer par ceci. Comme tu le sais, je suis en Iran, et en ce moment, nous assistons à une énorme escalade en termes de renforcement militaire. Le matériel que les États-Unis ont amené dans la région pour faire pression sur l'Iran. Peut-être que, personne ne sait vraiment ce qui se passe dans la tête de Trump et de son administration. Il pourrait attaquer, tu sais, dans l'heure qui vient. Oui. C'est pourquoi la situation est si fragile. C'est tellement important de le comprendre. Et lorsqu'il s'agit de Donald Trump et de ce genre de manœuvre, de ce type de pression qu'il essaie d'exercer sur l'Iran, pensez-vous, d'un point de vue militaire, que cela va effrayer les Iraniens? Parce que je suis ici en Iran, et tout ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont prêts. Ils savent que si les États-Unis veulent attaquer, ils comprennent l'escalade. Ils connaissent l'ampleur de l'attaque. C'est pourquoi ils sont tous préparés. Même en cas de frappe unique, ils iront jusqu'au bout pour riposter. Israël sera une cible. Les intérêts américains dans la région seront des cibles, tout comme les porte-avions. Mais quelle est votre compréhension de cette nouvelle situation d'escalade entre les deux parties? Eh bien, je veux dire, tu l'as déjà à peu près décrit. C'est exactement ce que c'est. Et pendant qu'il continuera à jouer la carte diplomatique, ce qui est absolument, comme l'a dit Frank Herbert, les formes doivent être respectées, l'Iran continuera à le faire. La Russie et la Chine travaillent assidûment à huis clos pour tenter de régler toute cette affaire. Mais Trump, malgré toute sa fanfaronnade et ses démonstrations de force, quelqu'un doit lui dire que s'il veut vraiment mettre fin à sa présidence, il peut essayer. Il peut probablement infliger des dégâts à l'Iran, sans aucun doute. Mais le problème, et c'est purement arithmétique, c'est que les États-Unis ne disposent que d'environ, tu sais, cela varie, évidemment, personne ne te donnera le vrai chiffre. Mais c'est quelque part entre 2500 et peut-être 3500 missiles Tomahawk. Ce sont les blocs 4 et 5. Ils sont toujours obsolètes, je veux dire. Mais ce ne sont que des missiles Tomahawk. C'est le seul atout, l'arme à distance, que les États-Unis peuvent utiliser sans être immédiatement affectés. Par exemple, dans le domaine naval, pour ainsi dire. Parce que oui, on peut faire voler quelques avions, mais ce sont surtout les destroyers de la classe Arleigh Burke et évidemment les sous-marins de la classe Virginia. Et on peut déployer un des sous-marins de la classe Ohio, qui sort encore en mer, le SSGN, et qui a été converti pour transporter, je crois, 152 Tomahawk. Oui, une fois que tu lances ça, tu peux toucher quelques cibles, d'accord? Mais d'abord, l'Iran dispose d'une défense aérienne. Et ensuite, que vas-tu faire des bases américaines dans la région? Et Israël le comprend immédiatement, car tout le monde sait ce qui motive la politique américaine envers l'Iran. C'est le fait que Trump est sous l'influence de Bibi Netanyahou et du gouvernement israélien. Et voilà, c'est à peu près tout. En gros, c'est le spectre, si l'on veut, ou la gamme des possibilités, et c'est tout. Bien sûr, ils peuvent essayer de faire, vous savez, leurs trucs habituels, comme par exemple des frappes initiales, ou l'envoi d'un autre groupe aéronaval dans la région. D'accord, cela porterait le total à environ 120 avions capables de se relayer et de lancer tout ce qu'ils peuvent lancer. Mais encore une fois,
les États-Unis sont absolument incapables en termes absolus de mener des opérations interarmes, surtout en Iran. Je veux dire, c'est un terrain cauchemardesque et l'armée américaine est absolument incapable de vraiment mener ce type de guerre. L'Iran est un grand pays, doté d'une importante capacité industrielle et de forces armées considérables. Donc, le seul espoir serait de provoquer une sorte de série d'explosions, différents types d'actions de ce genre, et peut-être d'utiliser ce qu'il reste de la cinquième colonne pour renverser le régime, comme on dit. Enfin, ils peuvent toujours essayer. Le problème pour eux, comme je l'ai déjà mentionné, d'après nos données, quel que soit le nombre d'autres bases, ils le comprennent. Pour faire cela, ils devraient commencer à retirer leur... Et quiconque pense que le Patriot Pact 3 peut défendre contre une frappe massive, je lui vends un pont, d'accord? Et Trump, la dernière chose dont il a besoin en ce moment, ce sont des cercueils recouverts de la bannière étoilée qui rentrent au pays. Et cela pourrait entraîner d'énormes pertes, des victimes du côté américain. Donc vous savez, qui peut le dire? Mais comme vous l'avez déjà mentionné, tant que les Iraniens sont prêts, tout cela pourrait finalement ne rien donner. Peut-être que les actions de Raytheon grimperont après ça, parce qu'ils devront reconstituer ce qu'ils auront dépensé. Mais à part ça, je ne vois pas grand-chose dans cette direction. À moins, bien sûr, qu'on parle de choses que nous ignorons, une sorte de cellule libérale pro-occidentale, prête à prendre les armes et à renverser le... Enfin, peut-être, je ne sais pas. Mais vous savez, qui sait? On ne peut jamais écarter aucune possibilité. Mais... André, tu sais, nous avons eu ici en Iran le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général de division Abdolrahim Moussavi. Il a déclaré qu'après la guerre de 12 jours, la doctrine militaire de l'Iran était passée d'une posture défensive à une posture offensive, en mettant l'accent sur la guerre asymétrique. Oui, absolument. Absolument. Et encore une fois, vous savez, la plupart des guerres sont par nature asymétriques, dans le sens où l'on exploite les points faibles de son ennemi et où l'on s'engage à fond. L'Iran a des moyens d'exploiter cela. Et comme je l'ai déjà dit, les États-Unis sont en réalité exposés dans la région à cause de la portée des missiles iraniens. Et puis souvenez-vous, vous vous rappelez sans doute quand les services de renseignement iraniens ont montré des vidéos tournées à l'intérieur des installations nucléaires de Nevatim, ce qui montrait clairement qu'il y avait des agents iraniens opérant quelque part en Israël, par exemple. Donc, Israël dispose d'un réseau de renseignement assez étendu. Donc oui, il faut être deux pour danser le tango. Et deux peuvent faire la même chose, vous voyez. Donc oui, je suppose que l'Iran dispose de plus qu'assez d'atouts dans la région, surtout pour rendre la situation très douloureuse pour les États-Unis et Israël. André, vois-tu les gouvernements ou les États de la région, principalement les États arabes, agir ensemble avec la Turquie? Parce qu'il est essentiel de comprendre le comportement de la Turquie. La Turquie est incontestablement un acteur. Je dirais que je vois la même chose du côté turc. Lorsqu'il s'agit de l'Ukraine, lorsqu'il s'agit de l'Iran, on voit la Turquie essayer, d'un côté, de faire quelque chose, et de l'autre, de se rapprocher des États-Unis. Comment perçois-tu le rôle de la Turquie par rapport à ce qui se passe dans l'esprit des États arabes de la région? Parce que nous savons que si quelque chose se produit, les États arabes seront, je dirais, dévastés par la guerre. Oui, je veux dire, nous le savons. Nous savons que ces gouvernements, principalement arabes, sont totalement corrompus. Ce sont parfois des satrapies monarchiques et ils dépendent entièrement de ce que nous savons tous, le flux de pétrole, avant tout. Quant à la Turquie,
M. Erdogan est un homme à vecteurs multiples. Autrement dit, un homme à plusieurs chaises. Il essaie de s'asseoir sur toutes les chaises en même temps. Parfois ça marche, parfois non. Mais il faut comprendre que la Turquie dépend réellement des États-Unis à bien des égards essentiels. Et Erdogan continuera d'essayer de faire cela parce qu'il pense être plus malin que tout le monde. Bien sûr, le problème ici, c'est que la Turquie est poussée dans ses retranchements. D'abord, il faut comprendre qu'Erdogan, issu des frères musulmans, est obsédé par cette idée absurde du peuple turcique. Il a donc ses plans à portée mondiale qui sont bien sûr d'un niveau franchement enfantin, vraiment, visant d'une manière ou d'une autre à unifier les peuples turcs à travers l'Eurasie et ce genre de choses. La Turquie n'a pas les ressources pour cela. Et surtout, compte tenu de ses problèmes économiques, il devra en fin de compte se rallier à la ligne des États-Unis, quoi qu'il en dise. Et une grande partie de ce qu'il fait relève aussi de la communication. Donc c'est la Turquie. Voilà. Ils voulaient être les dirigeants du monde islamique. Vous savez, ils veulent retrouver la gloire des jours de l'Empire ottoman et des choses de ce genre. J'en doute. Et c'est pourquoi la Turquie considère l'Iran comme un concurrent. D'abord, en dehors du fait qu'ils sont sunnites et chiites, les Turcs sont sunnites, ils considèrent l'Iran chiite non seulement comme un acteur viable, mais, vous savez, l'Iran a montré qu'il était un pays vraiment coriace. Encore une fois, souvenez-vous des 12 derniers jours, quand Israël a appris à ses dépens qu'il ne fallait pas s'y frotter. Donc dans ce cas, il faut comprendre qu'il existe beaucoup de sympathie, d'après ce que j'ai compris, et encore une fois, ne me citez pas là-dessus. Mais d'après ce que j'ai compris, il y a beaucoup de sympathie envers l'Iran dans la rue arabe. Mais encore une fois, quand la rue arabe a-t-elle compté pour la dernière fois? Les Arabes se sont complètement discrédités, surtout avec la question de Gaza et ce qu'Israël y a perpétré, et ils se sont contentés de rester à l'écart. Le seul pays qui a réellement fait quelque chose à ce sujet a été, bien sûr, l'Iran. Il y a donc beaucoup à dire, pour ainsi dire, des points critiques où leurs intérêts entrent en collision entre l'Iran et, disons, les satrapies et gouvernements arabes. Dans ce cas, peu importe ce que pense la rue arabe. Je ne sais pas, je veux dire, ce sont principalement des monarchies, ou enfin pas totalitaires, mais des dictatures, à bien des égards. Voilà ce qui se passe là-bas. Mais en Iran, si, Dieu nous en garde, quelque chose se produit sur le plan militaire, l'Iran pourrait en sortir affaibli. Cependant, je pense qu'il en ressortira beaucoup plus fort dans tous les aspects des relations internationales. Et encore une fois, cette fois-ci, nous savons que la Russie et la Chine feront quelque chose. Ce qu'ils font exactement, je ne le sais pas. Nous ne pouvons qu'en discuter et spéculer ici. Nous savons qu'il ne s'agit probablement pas seulement d'une coopération technologique. Et encore une fois, il y a eu cette déclaration vraiment étrange dans un sens positif, je dirais, qui est sortie d'Iran il y a quelques semaines. Vous savez, je l'ai lue, et elle provenait d'une source fiable. Cela provenait de l'une des principales chaînes d'information officielles russes. L'Iran a en fait demandé, et c'est compréhensible, je ne leur en fais pas reproche, que la Russie, avec ses capacités ISR, de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, fournisse à Téhéran une analyse de la situation stratégique autour de l'Iran. Cette demande aurait-elle pu être formulée, voire exigée? J'en suis convaincu. Et je suis également certain que les Russes y ont réagi très favorablement. Ils ont dit « oui, nous allons vous fournir tout ce dont vous avez besoin ». Et quelque chose me dit que l'Iran n'est pas seul. Andriy, Netanyahou et le gouvernement israélien affirment que si les États-Unis décident de ne pas attaquer l'Iran, ils peuvent le faire unilatéralement. Israël, disons-le ainsi, est-il capable d'attaquer l'Iran sans l'aide des États-Unis?
Non, ils ont besoin de ravitailleurs. Ils ont besoin de cette flotte de KC-135, je crois, que seuls les États-Unis possèdent, afin de pouvoir. Ensuite, ils ont besoin d'armes à plus longue portée, contrairement à leurs armes à distance, disons, assez limitée, ce qui les obligerait à pénétrer dans l'espace aérien iranien, où ils seraient immédiatement, vous savez, pris pour cible par la défense aérienne. Donc oui, ils peuvent essayer, mais rien de bon n'en sortira. Et je suis presque sûr qu'Israël prendrait une raclée encore pire cette fois que la dernière fois. Donc oui, ils croient encore en cette défense aérienne américaine qui ne fonctionne pas, bien sûr. Mais bon, que voulez-vous que je dise? Ils pourraient tenter le coup. Je doute qu'ils puissent le faire de manière vraiment efficace. Ils peuvent encore causer des dégâts, ne vous y trompez pas. Mais c'est avant tout une opération américaine, et il se peut qu'il y ait quelques avions israéliens qui y participent. Mais toute la notion de combat aérien, telle qu'elle existe aux États-Unis, est obsolète à bien des égards. Elle reste bloquée dans les années 1990. Je vais d'ailleurs faire une vidéo à ce sujet une fois que nous aurons terminé aujourd'hui. Mais oui, ils croient en ces forces aériennes et en ce genre de choses sans comprendre ce qu'est réellement une défense aérienne sérieuse. Et l'Iran dispose bel et bien d'une défense aérienne. Ce n'est pas aussi performant que celle de la Russie, évidemment, mais c'est solide. Cela offre une atténuation significative contre toute forme d'attaque aérienne visant des installations iraniennes. Donc oui, on peut supposer qu'il n'en résultera pas grand-chose pour Israël s'il décide de tenter le coup. André, vois-tu, d'après ce que je comprends de la situation actuelle en Iran, l'armée et les services de renseignement parlent des manipulations qu'ils ont tenté de mener ici, en Iran. Je pense que tout cela a échoué et qu'ils n'ont plus vraiment d'espoir dans cette direction. C'est pourquoi l'option militaire reste encore envisagée. Mais quand je parle avec des gens ordinaires, parce que tu sais, parler avec des responsables ou des décideurs, c'est une chose. Quand tu parles avec des gens ordinaires, ils disent « Supposons que les États-Unis attaquent l'Iran. Que peuvent-ils faire? Ils peuvent bombarder tel ou tel endroit. Mais en quoi cela changera-t-il la puissance iranienne? En quoi cela changera-t-il quoi que ce soit? Parce qu'une attaque contre l'Iran ne change rien, à mon avis. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Tant que la nation iranienne reste ferme, et nous parlons d'un très grand pays, 90 millions d'habitants, ce n'est pas l'Irak, c'est complètement différent. Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Tu m'entends? Hein? Oui, tu es de retour, André. Oh, d'accord. Donc oui, tant que la nation iranienne reste ferme et unie, à quelques exceptions près parmi les libéraux urbains qui croient encore à tous ces contes de fées venus de l'Occident, eh bien, que peuvent-ils faire? Les États-Unis, encore une fois, les États-Unis ne peuvent pas affronter des ennemis sérieux. Point final. Ce n'est pas dans leur doctrine. Je veux dire, la doctrine est conçue pour une force essentiellement expéditionnaire qui doit combattre des peuples indigènes, de préférence armés d'arcs et de flèches, incapables de riposter. C'est à peu près la manière américaine de faire la guerre. L'Iran n'est même pas le Vietnam. Et ce sont des gens avec un véritable pedigree en termes d'histoire, d'antiquité, même à l'époque où c'était la Perse, vous voyez. Il y a donc beaucoup de choses qui façonnent le portrait psychologique des Iraniens. Je veux dire, ce n'est pas sans problème, bien sûr qu'il y en a comme partout, mais le fait est qu'on ne peut pas briser cette nation. J'en doute fort. Regardez ce que l'Iran a enduré, y compris la guerre avec l'Irak. Et l'Irak était soutenu par la moitié du monde, y compris l'Union soviétique, les États-Unis et l'OTAN, et ils ont tout de même échoué. Cela en dit long sur le peuple qui s'est battu. Certes,
À cette époque, ils agissaient sous l'élan émotionnel de la révolution islamique. Mais quand on regarde cela, ce ne sont pas des gens avec qui on veut s'en prendre, tu vois. Alors, que puis-je dire? Ils peuvent bombarder tout ce qu'ils veulent, mais c'est la seule chose qu'ils savent faire. Ils ne peuvent pas poser leurs bottes sur le terrain et affronter un véritable ennemi. Et l'Iran est un véritable ennemi. Quand on observe le terrain, c'est cauchemardesque s'ils pensent pouvoir avancer avec une force blindée et manœuvrer. Non, on ne peut pas manœuvrer en Iran. On serait entraîné dans ce terrain catastrophique, dans ces passages étroits, et on se ferait tuer. C'est aussi simple que ça. Andrei, nous savons qu'il parle de négociations entre le ministre iranien des Affaires étrangères et Steve Witko à Oman. Et il semble, Andrei, qu'après toutes ces questions nucléaires, enfin la question des armes nucléaires, les États-Unis, selon Al Jazeera, exigent désormais que l'Iran limite ses exportations d'énergie vers la Chine. Tu sais, c'est quand même incroyable. Ces gens sont censés être raisonnables. Comprennent-ils vraiment de quoi ils parlent? Eh bien, je veux dire, peut-être que certains le font. Mais encore une fois, leur subsistance en dépend, tu sais. Ils ont des prêts immobiliers, ils ont des familles, certains peut-être même plusieurs familles, tu vois. Donc ils doivent d'une manière ou d'une autre subvenir à leurs besoins. Ils suivront n'importe quelle idiotie que Trump inventera. Son idée, c'est qu'il veut vraiment couper la Chine de l'énergie. Et bien sûr, la Chine reçoit jusqu'à 1/3 de son énergie par les voies maritimes qui passent par le détroit d'Ormuz et évidemment l'océan Indien. Mais encore une fois, Trump arrive trop tard. Et il est trop peu instruit et trop primitif pour comprendre. J'entends dire, de seconde main, qu'il y aurait une sorte de stratégie, mais il n'y a pas de stratège. Trump ne comprend rien à la stratégie. Ce ne sont que ses désirs. C'est ainsi qu'il voit le monde. Et il pense qu'on peut appeler cela une stratégie. Alors il fera ce qu'il fait toujours. Intimider les gens, faire du bruit, agiter les poings en l'air. Mais le problème, c'est qu'il est un tigre de papier. La seule chose qu'il puisse vraiment faire, c'est menacer de toutes sortes de sanctions. Mais si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, ce qu'il peut faire, et nous savons que ce matin, les Iraniens ont déjà arrêté 2 pétroliers, d'après ce que j'ai lu plus tôt dans la journée. Donc Trump, c'est un beau parleur. On l'appelle comme ça pour une raison. Trump, tu vois, il s'est encore dégonflé. Et il comprend probablement qu'il n'a pas grand-chose derrière lui, tu vois. Alors oui, faisons le blocus, un blocus naval de l'Iran, par exemple. D'accord. Et l'Iran est une puissance continentale. Je veux dire, c'est pas seulement une puissance maritime, c'est une puissance continentale, avec des lignes de communication. Et maintenant, nous avons une situation où l'un des chemins de fer passant par le Turkménistan est en service. Ils construisent, pour ainsi dire, le pont de la mer Caspienne. Et, eh bien, je ne suis pas sûr pour l'Azerbaïdjan, mais il est évident que ce pays veut toujours avoir ce corridor nord-sud, tu vois. Mais oui, ce monsieur Aliyev est un peu dépassé s'il pense pouvoir jouer à des jeux sérieux là-bas. Je veux dire, l'Iran a de toute façon son pont terrestre, surtout vers la Russie. Et ils veulent nuire à la Chine, évidemment. Trump est obsédé par la Chine. Et peut-être qu'à un moment donné, il pourra les surpasser. Parce que les Chinois évitent encore une véritable confrontation directe sur le plan militaire, contrairement à la Russie. La Russie peut parler aux États-Unis et leur dire « allez vous faire voir ». Et la Chine ne peut pas faire ça. Ils peuvent jouer à ce jeu économique, à ce jeu diplomatique. Mais s'ils veulent faire quelque chose, je ne sais pas. Trump le sent probablement, ce qui est compréhensible. La Chine ne veut pas de guerre. Les Russes sont prêts à toute évolution. La Chine ne l'est pas.
Mais l'Iran, lui, l'est. Et c'est un autre aspect. Donc très bien, suivez votre stratégie. Allez mettre en place ce blocus naval. Laissez la Chine essayer de le contourner. Vous voyez. Mais comme nous le savons, il y a effectivement un problème très sérieux avec l'Iran. Si l'Iran le décide, il peut en gros faire s'effondrer l'économie mondiale, surtout celle de l'Occident, simplement en fermant le détroit d'Ormuz. Et ce serait très grave, disons-le ainsi. Et Trump le comprend probablement. Mais il a quoi? Nous avons les élections de mi-mandat qui approchent. Trump a besoin d'une sorte de... Enfin, tu vois, eh bien, ils ont enlevé Maduro, mais c'est évidemment pas suffisant. C'est surtout, tu sais, l'âne chargé de sacs d'or, pas la prouesse militaire. Et donc, je ne sais pas. C'est difficile à dire. C'est une situation tellement complexe pour Trump parce que, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ont été exposés militairement comme un tigre de papier. Leur technologie ne fonctionne pas, leur planification opérationnelle est celle d'amateurs, en gros. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe avec l'Ukraine. Je veux dire, que veux-tu faire? Les États-Unis n'ont même pas de système de défense aérienne qui fonctionne, tu vois. Donc oui, ça te dit tout ce qu'il faut savoir. Le jeu continue et on verra très bientôt. André, comment as-tu trouvé la réunion trilatérale entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine? Et est-ce que cela va aboutir à quelque chose en Europe? Non, cela n'aboutira à rien. Les Russes recommencent. C'est le mois de juin. C'est comme chez Frank Herbert. Tu sais, les formes doivent être respectées. Très bien, jouons à ce soi-disant jeu de la diplomatie. Qu'est-ce que la diplomatie? Eh bien, les Russes ont envoyé pour la deuxième fois M. Kostyukov, le chef du GRU, en réalité du GU, et tous les militaires. Ils ne sont pas venus pour négocier quoi que ce soit. C'est ce qu'ils ne comprennent toujours pas. Ils sont venus pour montrer les cartes, pour montrer l'équilibre des forces, pour montrer ce qui se passe avec les restes des forces armées ukrainiennes. Et ils ont expliqué jusqu'où la Russie ira s'ils ne sont pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, très bien, vous mourrez. C'est exactement ce qui s'est passé cette fois-ci. Encore une fois, ils se sont séparés et dans quelques semaines, ils vont se revoir. Alors, réfléchissez-y, quelques semaines plus tard. D'accord, bien sûr, cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Et ces tentatives désespérées de Trump pour tirer les États-Unis de ce bourbier dans lequel les États-Unis se sont eux-mêmes enfoncés. Eh bien, je suis désolé. Les États-Unis sont un co-belligérant et ils le restent. Ce n'est pas une partie neutre. Ce n'est pas la partie qui veut être un arbitre. Je veux dire, Trump ne comprend manifestement rien sur le plan militaire. Mais le fait est que les États-Unis sont une partie prenante de la guerre. Ils sont l'ennemi de la Russie et du peuple russe. Donc, peu importe comment on présente les choses, et je le répète jusqu'à la nausée, puisque les États-Unis restent une superpuissance nucléaire, les Russes leur parleront. Mais les exigences sont connues. Les objectifs politiques russes dans cette guerre sont connus. Ils n'ont pas changé. Et si Washington pense pouvoir y changer quelque chose, j'ai un pont à leur vendre. Ce sont des tentatives désespérées pour détacher les États-Unis de ce qui est, en substance, un crime de guerre commis en Europe. Et ils continuent d'entretenir cette illusion. Oui, les Russes disent « Bien sûr, nous allons négocier », vous voyez. Mais le fait est que tout cela ne sert à rien, car comme les Russes l'ont déclaré, ils obtiendront ce qu'ils veulent, soit par la diplomatie, soit par la force militaire. Cela leur est égal. Tu penses ça, André? Donald Trump. On sait que Lindsey Graham joue le même rôle. Chaque fois qu'il parle de missiles Tomahawk, mettons-les. Non, il n'est pas encore nécessaire. Je veux dire, oui, il est incompétent sur le plan technologique. Mais dans l'ensemble, lorsque vous regardez le Parti républicain, pensez-vous que le résultat, la somme des vecteurs au sein du Parti républicain, penche vers la fin du conflit en Ukraine?
Ou bien sont-ils encore plutôt bellicistes à propos de la guerre? Le membre moyen du Congrès, quel que soit son parti, est un imbécile. C'est un avocat ou un politologue, ou bien il ressemble à Tom Cotton. D'abord, la plupart d'entre eux sont dans la poche d'Israël. Il faut comprendre que ce n'est pas le Congrès des États-Unis, c'est la Knesset 2.0. Ils agissent essentiellement dans l'intérêt d'Israël avant tout, et tout le reste est subordonné à cela. Ensuite, sur le plan militaire, ils sont tous incompétents. Il n'y a pas de personnes compétentes en matière militaire au Congrès américain, y compris parmi leurs collaborateurs. Ils vivent dans un univers parallèle, sans comprendre que les États-Unis, en général, ne connaissent pas la véritable guerre. Et donc, ils continuent de croire à cette propagande. Ils regardent des films comme Top Gun, Maverick, ou n'importe quelle fiction, tu vois. Ils croient probablement aussi à Star Wars, que les États-Unis contrôlent d'une certaine manière l'univers. Et oui, ils y croient vraiment. Je le pense sincèrement. C'est à quel point ils sont stupides. Même ces diplômés de West Point, ou comme Tom Cotton, qui était un héros en Afghanistan et est avocat, soit dit en passant, n'ont pas les outils pour comprendre ça. Ils ne comprennent tout simplement pas. Et ceux qui le prestent peut-être, tu ne peux pas fonctionner ni leur expliquer ça de manière rationnelle, autrement que comme le font les Russes. Ils ont en gros braqué leur canon froid sur la tempe des États-Unis, surtout maintenant, avec l'expiration du traité START et tout le reste. Il faut donc leur expliquer. Vous avez perdu la course aux armements, les gars, et vous l'avez perdu par KO. Vous êtes loin d'être aussi puissant militairement que vous le pensez. Même en ce qui concerne les armes nucléaires, c'est encore une autre histoire. Les États-Unis sont tellement à la traîne que je ne saurais trop le souligner. Alors, en conséquence, que voulez-vous faire? Que veulent-ils? Ils peuvent vouloir ce qu'ils veulent. Mais le problème, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, c'est que les Russes l'ont clairement affirmé. Ils atteindront les objectifs de l'opération militaire spéciale, soit par des moyens pacifiques, soit par la voie militaire. Peu importe, ces objectifs seront atteints et ils sont connus. Donc peu importe ce qu'ils veulent ou comment ils essaient de manœuvrer, les États-Unis sont partie prenante. Ils sont co-belligérants avec l'Ukraine et l'OTAN. Et par conséquent, la seule raison pour laquelle la Russie prend encore la peine de parler aux États-Unis, c'est parce que nous vivons dans un paradigme nucléaire et que les États-Unis sont une superpuissance nucléaire. Ainsi, la Russie et les États-Unis ont la responsabilité d'empêcher l'extinction de la civilisation humaine. Point final. C'est la seule raison. En dehors de cela, si les États-Unis veulent affronter la Russie de manière conventionnelle, les Russes sont prêts. Allez-y, présentez-vous. Le problème, c'est qu'ils ne pourront pas prépositionner ni déployer leurs forces en Europe pour commencer. Ils ne se connaissent pas. Ils ne comprennent pas le décalage technologique entre les forces armées russes et l'armée américaine. C'est effroyable. On ne peut plus combler cet écart. Et c'est pourquoi, dans ce cas, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la douleur. Donc plus il y a de douleur, économique, militaire, mieux c'est. Nous avons déjà vu cela se manifester comme une mise à nu, en somme, de l'arsenal de l'armée américaine, qui s'est révélé inutile. Il peut encore causer des dégâts, comme toute arme, mais les performances ont été médiocres. Et cela vient de l'armée ukrainienne, qui en réalité, surtout en 2023, en termes militaires et de personnel, était meilleure que l'armée américaine ne l'a jamais été. Et c'est d'eux que je parle, les Ukrainiens. Et donc, quand on y regarde de près, d'accord, on peut vouloir ce qu'on veut, mais la logique des circonstances et de la stratégie militaire l'emporte. Point final, c'est elle qui commande. Alors, ils peuvent sortir et faire toutes sortes de déclarations.
Ils peuvent aller sur leur parcours de golf ou dans leur club le week-end et discuter de tout ce qu'ils veulent. Ils ne l'obtiendront pas. Ils n'obtiendront que ce qui est prescrit par les objectifs politiques de l'opération militaire spéciale russe contre l'OTAN. L'Ukraine en est principalement l'instrument. Alors, qu'ils veuillent ce qu'ils veulent, ils peuvent sortir et, vous savez, évacuer leur trop-plein d'air chaud, lever le poing en l'air, la géopolitique ou ce qu'ils en considèrent comme tel. Et tout cela repose sur l'équilibre des puissances. Et l'équilibre des puissances n'est pas du tout en faveur des États-Unis. André, ce qui m'étonne vraiment, c'est que le traité New Start, qui est à mon avis l'un des traités les plus importants de l'histoire de l'humanité, n'est mentionné par personne. On dirait qu'ils en ignorent l'importance. Veulent-ils vraiment une situation prospère pour toute la planète? Parce que si l'on se préoccupe de ce genre d'armes, il faut se rappeler qu'ils ont lancé ce traité non seulement parce qu'ils voulaient faire quelque chose pour les générations futures, mais est-ce que quelqu'un s'en soucie encore aujourd'hui? Ils se sont enivrés de leur propre propagande, surtout dans les années 1990, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Comme d'habitude, ils ont tiré toutes les mauvaises leçons. De toute évidence, on peut désormais l'affirmer avec conviction. C'est empiriquement prouvé. L'armée américaine ne tire absolument aucune leçon d'aucune guerre, et elle en est incapable. Il en va de même pour les décideurs politiques, car ils sont, oui, et je veux à nouveau souligner le point soulevé par le major général Lateef, qui a servi 20 ans à la DARPA et possède un doctorat en physique, en plus d'être un militaire. Dans son livre de 2016, Future Wars, il écrivait que tout ce que le public américain et ses responsables politiques savent de la guerre, ils le tiennent de l'industrie du divertissement. De toute évidence, l'armée américaine tire elle aussi une grande partie de sa compréhension de l'industrie du divertissement. Quand on regarde ces gens, on voit bien qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font. À l'époque, quand la génération des vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale, les vrais, ceux qui avaient vu l'horreur de la guerre, étaient encore là, comme George H.W. Bush Sr. C'était un véritable vétéran qui avait traversé l'enfer pendant le conflit. Eux savaient ce qu'ils faisaient. Mais ceux-ci, non. Ce sont une bande de pseudo-intellectuels issus d'universités prestigieuses qui ne sont en réalité que des usines à diplômes. Ils ne saisissent pas ce que cela signifie. D'abord parce que leur peur des armes nucléaires s'est émoussée. Disons-le comme ça. Deuxièmement, ils pensent encore que les États-Unis sont d'une certaine manière une superpuissance aussi importante. En matière d'armes nucléaires, les États-Unis ne jouent même pas dans la même catégorie que la Russie. C'était la même chose avec le traité INF sur les missiles à portée intermédiaire. Ils se disaient « Oh oui, nous sommes tellement avancés technologiquement, arrêtons ça » ou « Quittons le traité sur les missiles antibalistiques ». Chaque fois qu'ils se retiraient de ces accords en pensant avoir l'avantage, on leur démontrait essentiellement « Mec, vous êtes pratiquement du tiers-monde comparé à ce que déploie la Russie ». Et par conséquent, la même chose se produit ici. Trump croit qu'il peut construire une bombe dorée ou une flotte dorée, peu importe. C'est une illusion digne de la maternelle, tu sais. Donc oui, c'est difficile d'expliquer à ces gens que, eh bien, ils sont pas aussi bons qu'ils le pensent. En fait, ils ne sont pas bons du tout. Et pour eux, leur monde s'effondre. C'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre eux, oui, traversent toutes sortes de crises majeures. Ce que nous observons n'est pas seulement une grande crise. Nous assistons à un événement d'ampleur historique, celui de l'Occident combiné qui se décompose et perd tout. Regardez l'Europe, par exemple.
Et les États-Unis ne sont pas loin derrière, même s'ils conservent encore une position privilégiée pour l'instant. Comme c'est toujours le cas dans ce genre de situation, et je suis passé par là, on se retrouve avec beaucoup de gens qui ne comprennent peut-être pas tout intellectuellement, mais qui le sentent. Et, en conséquence, on assiste à de nombreuses crises nerveuses. Les gens deviennent fous, ils perdent le contact avec la réalité à cause de certains stimuli externes très négatifs et d'émotions fortes. Nous y voilà. Vous avez ces gens, oui, regardez le membre moyen du Congrès ou certains généraux américains. Seigneur, ce ne sont pas des personnes normales à bien des égards. Ils n'ont aucune prise sur la réalité. Ils croient à leurs propres illusions. Et c'est difficile de leur expliquer. Les gars, vous n'êtes pas si bons. Vous ne l'avez jamais été, vous voyez. Alors, que voulez-vous que je dise? Ils vont le découvrir. C'est le fameux FAFO. Fais le malin, tu verras bien. Et ils l'ont fait. Voilà ce qui s'est passé. Les États-Unis, encore une fois, ne savent pas ce qu'est une vraie guerre, une guerre continentale. Ils en ont jamais connu. Et toutes ces histoires sur la guerre de sécession, oh s'il vous plaît. C'était terrible, bien sûr, mais c'était il y a quoi, 170 ou 180 ans. Alors s'il vous plaît, laissez tomber. Que puis-je dire? Nous devons faire face à cela. La seule façon, c'est d'éduquer les gens et d'essayer de leur ouvrir les yeux sur ce qui se passe. Mais les élites politiques américaines et les soi-disant élites intellectuelles, elles ont toujours été de second ordre. Aujourd'hui, elles sont juste... Ce n'est pas une élite. C'est, je ne sais pas, un ensemble d'entre eux, des cinglés en gros. André, penses-tu que l'avenir, avec tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, dans tous ces conflits et tout ce chaos, sera plus sûr ou plus dangereux pour nos enfants, pour nos gamins? Comment vois-tu l'avenir? Parce que les États-Unis, tu sais, avec Donald Trump arrivant au pouvoir et parlant de faire entrer la Chine dans l'accord, et maintenant, les États-Unis qui se retirent de tout, qui se désengagent de tout, qui ne prolongent plus les traités. Et puis tu vois les BRICS. Et ce que font les BRICS, ce que fait l'OCS, vont-ils créer une forme de sécurité, une forme d'avenir, une forme d'espoir pour l'avenir? Nous sommes en plein milieu de la formation d'un nouvel ordre mondial. Littéralement, je le pense vraiment. Et comme pour tout processus d'une telle ampleur, c'est évidemment très instable. La seule chose qui nous empêche, en gros, d'exterminer l'humanité, aussi étrange que cela puisse paraître, ce sont les armes nucléaires. Parce que les États-Unis, totalement ignorants et incompétents en matière de guerre, se sont dit « Oh oui, on peut s'en prendre à la Russie. Allons-y, montrons-leur à ces Ruskovs. » Mais ils ne le peuvent pas. Enfin, ils ne le feront pas. Et chose assez remarquable, les armes nucléaires jouent ici un rôle stabilisateur. Même les imbéciles de Washington, D.C., certains d'entre eux du moins, comprennent que lorsqu'une ogive d'un mégatonne arrive, il ne reste plus rien. Dans ce cas, espérons que, et Trump le comprend manifestement, mais en même temps, ils ne saisissent pas vraiment ce qu'est la véritable course aux armements, ni le paradigme technologique. En conséquence, nous allons rester dans cette situation volatile pendant un certain temps, mais avec un peu de chance, nous éviterons une confrontation nucléaire. Et si c'est le cas, alors oui, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai deviennent en quelque sorte le nouveau pivot autour duquel ce nouvel ordre mondial se forme. Cela dépend aussi de la manière dont la Russie et la Chine règlent leurs différends. C'est une évolution très positive. Les relations entre la Russie et la Chine sont vraiment bonnes. Ce sont des voisins et tout le reste. Et quand on combine cette puissance économique et militaire, c'est essentiellement une hyperpuissance. Donc oui, c'est l'avenir. C'est vers cet avenir que nous nous dirigeons tous.
Mais nous allons encore traverser une phase plus instable pendant un certain temps. Tu sais, c'est inévitable. Les États-Unis, cela ne se fera pas de manière radicale. Mais les élites de Washington, D.C. doivent être complètement écartées du pouvoir jusqu'à ce que de nouvelles personnes arrivent, avec de nouvelles idées et des jeunes capables de comprendre au moins certaines choses, accèdent au pouvoir aux États-Unis et commencent à changer l'orientation générale du pays, ce qui est évidemment nécessaire. Sinon, les États-Unis vont se désintégrer. Et croyez-moi, aussi étrange que ça puisse paraître, les Russes sont terrifiés à l'idée que les États-Unis puissent commencer à se désintégrer. Voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. La Russie, pour sa part, fait tout ce qu'elle peut pour éviter toute forme de conflagration qui pourrait mener, oui, essentiellement à un échange nucléaire. Et pour l'instant, c'est déjà pas mal, vous savez. Mais oui, il va falloir s'accrocher. Nous allons en avoir pour un moment. Oui. Mr. Tagmuzu Spremgusrusif. Tu Zini. Avec plaisir, Nima. D'accord, au revoir.